Bonjour, chers étudiants. On va continuer sur l'anatomie du membre supérieur et on est arrivé à l'innervation du membre supérieur. Et la dernière fois, on a parlé du plexus brachial. Et vous avez remarqué que le plexus brachial provient des racines C5, C6, C7, C8 et T1. J'ai gardé le schéma sur le tableau. Et ces racines, ils vont s'enchevêtrer, ils vont se regrouper pour former des troncs primaires, ensuite des troncs secondaires, et à la fin des troncs ou bien des racines terminales, des branches terminales. Nous avons recensé 7 racines terminales, 7 branches terminales, et on va parler brièvement chaque branche, qu'est-ce qu'elle va donner, chaque nerf, qu'est-ce qu'il va innerver, parce que tout ça, vous l'avez déjà vu au fur et à mesure quand on a étudié les muscles du membre supérieur. On prend le premier nerf, c'est le nerf circonflexe ou bien axillaire. C'est un nerf qui va traverser la fente, le quadrilatère de Velpeau, et il va contourner la face postérieure du col chirurgical de l'humérus et il va innerver le deltoïde. Donc c'est un nerf du deltoïde. Et le deltoïde, on l'a déjà vu, c'est le muscle qui va agir au niveau de l'épaule, antépulsion, abduction et rétropulsion. Et en même temps, il va innerver la peau qui entoure le deltoïde. C'est pour cette raison, devant toute paralysie ou suspicion de paralysie du nerf axillaire, on doit tester le moignon de l'épaule, on doit tester la sensibilité du moignon de l'épaule. Le deuxième nerf, c'est le nerf radial. Le nerf radial, c'est un nerf mixte. C'est un nerf mixte, ça veut dire qu'il est moteur et en même temps sensitif. Il va innerver au niveau de l'épaule aucun muscle, mais par contre au niveau du bras, il va innerver la loge postérieure, le muscle triceps. Au niveau de l'avant-bras, il va innerver 12 muscles, tous les muscles de la loge postérieure et les muscles de la loge latérale. Et au niveau de la main, aucun muscle. Donc, 0 muscle au niveau de la main. Au niveau de la main, c'est un nerf sensitif. Il n'est pas moteur. Et on va voir les territoires sensitifs de chaque nerf par la suite. Le troisième nerf, c'est le nerf musculocutané. Musculocutané, c'est un nerf mixte. On a dit qu'il perfore le coracobrachial et il va innerver les 3 muscles de la loge antérieure. Donc c'est le nerf de la loge antérieure du bras. Et sur le plan sensitif, il va sortir au niveau de la région du coude, il devient superficiel. Et qu'est-ce qu'il va innerver? Il va innerver la face latérale de l'avant-bras. Donc au niveau du bras, il n'est pas sensitif, il est moteur, mais au niveau de l'avant-bras, il est sensitif, il innerve la moitié latérale. Le nerf médian, c'est un nerf mixte. Il est médian au niveau du pli du coude, médian au niveau de l'avant-bras et médian au niveau de la main. Qu'est-ce qu'il innerve au niveau de l'épaule? Rien, aucun muscle. Au niveau du bras, aucun muscle. Au niveau de l'avant-bras, 7 muscles et demi. C'est-à-dire, on l'a dit, il va innerver tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, sauf un, qui est le flexor carpi ulnaris, et les 2 faisceaux, du 4e et du 5e doigt du fléchisseur commun profond. Au niveau de la main, il va innerver 2 muscles et demi, c'est-à-dire l'abducteur du pouce et l'opposant, et le faisceau superficiel du court fléchisseur. Et on va voir la sensibilité par la suite. Le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire est un nerf mixte. C'est un nerf qui ne va innerver aucun muscle au niveau de l'épaule, au niveau du bras non plus. Qu'est-ce qui reste? Au niveau de l'avant-bras, il va innerver un seul muscle et demi. C'est-à-dire, il va innerver le flexor carpi ulnaris, le cubital antérieur, et il va innerver les 2 faisceaux internes du fléchisseur commun profond, du 4e et du 5e, c'est-à-dire les muscles qui ne sont pas innervés par le médian. Au niveau de la main, il va innerver beaucoup de muscles. C'est le nerf prépondérant, c'est le nerf dominant au niveau de la main. Si le nerf médian
innerve 2 muscles et demi. Le muscle cubital antérieur, il va innerver 14 muscles et demi. Ce qui fait, il va innerver tous les muscles interosseux qui sont en nombre de 8. Il va innerver 4 muscles au niveau de la loge ténare, c'est-à-dire hypoténare, pardon, c'est-à-dire le palmaire cutané, l'abducteur, l'opposant et le court fléchisseur. Et il va innerver les 2 lombricaux du 4e et du 5e, et il va innerver l'adducteur du pouce et le faisceau profond du court fléchisseur du pouce. Il reste 2 nerfs 6 et 7 qui sont le BCI et son accessoire. Le BCI et l'accessoire sont 2 nerfs sensitifs, ils ne sont pas moteurs. Ce sont des nerfs cutanés, ils sont des nerfs sensitifs. Ils vont innerver la face interne du bras et la face interne de l'avant-bras. Face interne du bras et face interne de l'avant-bras. C'est pour cela le BCI, on l'appelle le nerf cutané latéral de l'avant-bras. Cutané latéral de l'avant-bras, c'est-à-dire c'est le nerf cutané du côté interne de l'avant-bras. Donc voilà en résumé, et ça vous l'avez vu au fur et à mesure quand on a étudié les muscles au niveau du membre supérieur. Maintenant, on va voir la sensibilité. Sensibilité au niveau du membre supérieur, et ça c'est important. C'est pour cette raison que nous allons essayer de réaliser un schéma qui va montrer les territoires au niveau du membre supérieur, les territoires au niveau du membre supérieur. Donc voici un schéma Nous avons ici la région scapulaire, le sillon delto-pectoral, la région du bras, la région de l'avant-bras, et puis la main. La main avec la région digitale. Vous avez ici le pli palmaire et les plis de la main. Donc vous avez ici l'anatomie du membre supérieur. Donc on va commencer par le premier nerf, c'est le nerf circonflexe. Donc le nerf circonflexe, qu'est-ce qu'on a dit? Il va innerver toute cette région, c'est-à-dire le moignon de l'épaule. Le nerf circonflexe. Le deuxième nerf, c'est le nerf brachial cutané interne et son accessoire. Donc l'accessoire, il va toucher essentiellement la face interne et la région du creux axillaire. C'est le nerf accessoire. Par contre, le brachial cutané interne, il va innerver la moitié interne de l'avant-bras. Donc là, c'est le territoire du BCI brachial cutané interne. Territoire de quel nerf? Territoire de l'accessoire. L'accessoire du BCI. Ensuite, du côté latéral, là, toute cette partie latérale jusqu'au poignet, c'est le territoire du nerf musculo-cutané. Territoire musculo-cutané. Musculo-cutané. Donc vous voyez, alors que à ce niveau, on peut avoir des branches qui vont provenir du nerf
c'est-à-dire une action à ce niveau. Maintenant, au niveau de la main. Au niveau de la main, on est obligé d'agrandir le schéma parce que c'est important et on va faire deux vues, une vue antérieure et une vue postérieure. Donc, voilà, je vais agrandir le schéma de ce côté sur la vue antérieure. Nous avons le 5e doigt, ensuite le 4e doigt, 3e et donc voilà le pli palmaire. Donc nous avons ici la face palmaire de la main, on la divise en deux segments par une ligne qui traverse le 4e doigt. Donc une ligne qui traverse le 4e doigt, cette ligne va nous donner, premièrement, du côté médial, nous avons la moitié interne du 4e doigt et tout le 5e doigt avec le bord cubital jusqu'au poignet. En bleu, c'est le territoire sensitif du nerf ulnaire. Le deuxième territoire, c'est celui-là, c'est-à-dire en dehors de cette ligne qui passe par le 4e doigt. Toute cette région, c'est le territoire du nerf médian. Territoire du nerf médian. Donc vous voyez, c'est facile. Il suffit de tracer une ligne qui passe par le 4e doigt. Vous avez deux régions à la face antérieure. Une partie médiale, c'est le nerf ulnaire. Une partie latérale, c'est le nerf médian. Est-ce que le nerf radial a une place au niveau de la face palmaire? Non. Sauf à la partie supérieure de l'éminence thénard. À ce niveau, il y a une partie réservée au nerf radial. Mais retenez d'une manière très simple, il n'y a que le nerf médian et ulnaire sur la face palmaire. Maintenant, sur la face dorsale. On va inverser la main. Donc sur la face dorsale, nous avons ici le pouce et nous avons le 2e doigt, le 3e et puis 4e doigt. Ensuite, le 5e doigt. Donc, sur une vue dorsale, nous avons voilà. Nous avons la main sur une vue dorsale. On va tracer les lignes qui séparent. La première ligne, c'est une ligne qui ne passe pas par le 3e doigt, par le 2e doigt, mais qui passe par le 3e doigt. Cette ligne, nous avons ici les plis interphalangiens dorsaux. Voilà, les plis interphalangiens dorsaux. Donc, il va arriver jusqu'au pli interphalangien proximal et on va avoir cette architecture. C'est-à-dire, nous avons combien de territoires à la face dorsale? Nous avons 3 territoires. Le premier territoire, c'est celui-là, en bleu. Et en bleu, sur la face palmaire, qu'est-ce qu'on a dit?
il correspond à quel nerf? Il correspond au nerf ulnaire. Donc toute cette région correspond au nerf ulnaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le territoire du nerf ulnaire? C'est toute la partie en dehors d'une ligne. Donc je donne la définition. Le territoire du nerf ulnaire, c'est toute la partie en dedans d'une ligne passant par le troisième doigt, sauf les deux dernières phalanges du deuxième, troisième doigt et la moitié latérale des deux dernières phalanges du quatrième doigt. C'est ça la définition du territoire du nerf ulnaire. Maintenant, quel est le territoire du nerf médian? On l'a mis en rouge. Donc c'est cette zone et puis les deux dernières phalanges. Donc ici, c'est le médian et là, c'est ulnaire, nerf ulnaire, le territoire ulnaire. Donc le nerf médian, quel est son territoire? C'est la face dorsale, on est au niveau de la zone dorsale. La face dorsale des deux dernières phalanges du deuxième, troisième doigt et la moitié latérale des deux dernières phalanges du quatrième doigt. Donc je répète, le territoire du nerf médian, la face dorsale des deux dernières phalanges du deuxième, troisième doigt et la moitié latérale des deux dernières phalanges du quatrième doigt. Maintenant, le troisième nerf, c'est le nerf radial. Le nerf radial, donc toute cette région, vous voyez qu'on n'a pas mis du tout du vert sur la face. Quelle face? Sur la face palmaire. On n'a pas mis du vert parce que la partie antérieure est occupée essentiellement par le médian et l'ulnaire. Le territoire sensitif du nerf radial, c'est toute la région dorsale de la main en dehors d'une ligne passant par le troisième doigt, sauf les deux dernières phalanges du deuxième et troisième doigt. Donc toute la région dorsale de la main en dehors d'une ligne passant par le troisième doigt, sauf les deux dernières phalanges du deuxième et troisième doigt. Maintenant, ça, ce sont les territoires d'une manière générale. Mais il y a ce qu'on appelle les territoires autonomes. Territoire autonome ou bien territoire spécifique de chaque nerf. Qu'est-ce que ça veut dire territoire autonome? Je vais vous donner un exemple. Supposons on prend un point à ce niveau, une croix à ce niveau. C'est une zone qui appartient à quel nerf? Elle appartient au nerf radial, c'est juste. Mais est-ce que c'est un territoire autonome? Non, ce n'est pas un territoire autonome. Pourquoi? Supposons un malade, il fait une paralysie du nerf radial. S'il fait une paralysie, il va avoir une anesthésie de toute cette région. Elle sera anesthésiée. Oui, c'est bien le territoire du nerf radial. Mais au bout de 6 mois, au bout d'1 an, si on refait l'examen, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que cette zone-là, elle est devenue sensible. Sensible, on touche cette région, le malade sent. Le malade a une sensibilité, il a récupéré une sensibilité. Cette sensibilité, la question est là, est-ce qu'elle est due à la récupération du nerf radial ou bien à un autre phénomène? Si le nerf radial n'a pas récupéré, elle peut redevenir sensible. Donc, c'est l'autre phénomène. C'est quoi l'autre phénomène? C'est que le nerf ulnaire, regardez, le nerf ulnaire qui a cette limite, il va s'étendre. Il va s'étendre et il va aller jusqu'à envahir la partie du nerf radial. C'est ce qu'on appelle la plasticité nerveuse. Ce qui fait, le nerf ulnaire, il cherche une zone qui n'est pas sensible et elle va la rendre sensible. C'est ça, la plasticité, il va s'étendre.
Donc ce n'est pas un territoire autonome. Par définition, c'est quoi le territoire autonome? C'est le territoire qui est innervé exclusivement par ce nerf et aucun autre nerf ne peut arriver à cet endroit ou bien cette région. Exemple, pour le nerf ulnaire, c'est la pulpe de quoi? Du 5e doigt. Donc quand on veut tester est-ce que le nerf a récupéré ou pas, le nerf ulnaire, on doit stimuler la pulpe du 5e doigt. Pour le médian, c'est la pulpe du 2e doigt. Et pour le nerf radial, c'est la première commissure, le fond de la première commissure. C'est-à-dire, on pince le malade, on chatouille le malade, on stimule le malade au niveau de la première commissure, c'est-à-dire entre le pouce et l'index, à ce niveau, et on cherche est-ce qu'il a récupéré, est-ce qu'il a une sensibilité ou pas. Donc, ces 3 régions constituent ce qu'on appelle le territoire autonome du nerf. Voilà, comme ça, on a terminé avec l'anatomie du membre supérieur. Et vous avez vu que c'était un enseignement très, très riche et c'est un enseignement très intéressant qui certainement va vous aider beaucoup dans la compréhension de la sémiologie des traumatismes du membre supérieur, que ce soit traumatisme fermé ou traumatisme ouvert, parce qu'à la base de cet enseignement, vous allez étudier la sémiologie. Vous ne pouvez pas comprendre la sémiologie sans connaître ces notions de base. Ensuite, la pathologie, la même chose. Donc, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement qui est lié. Le point de départ, c'est là. C'est l'étude de l'anatomie. Il faut la bien comprendre, il faut la bien apprendre, il faut la bien assimiler. Comme ça, vous n'aurez aucun problème par la suite pour comprendre les signes d'une paralysie d'un nerf radial, les signes de la paralysie du nerf ulnaire, les signes de la paralysie du nerf médian, les complications des fractures en matière vasculaire, en matière nerveuse pour chercher les territoires, etc. Vous n'aurez aucun problème. Bien voilà, on va quitter cette partie et on va aller vers l'anatomie du membre, des myologies du membre inférieur. Donc voilà les muscles du membre inférieur. On va commencer par une introduction pour dire que, comme ce qu'on a fait au niveau du membre supérieur, les muscles du membre inférieur se répartissent en régions. Il y a pratiquement 5 régions au niveau du membre inférieur, la région iliaque, la région fessière, la région de la cuisse, la région de la jambe et la région du pied. Donc vous voyez, il y a 5 groupes et chaque groupe va regrouper un certain nombre de muscles qu'on va essayer de voir au fur et à mesure. L'intérêt de cette étude, c'est que le membre inférieur est différent du membre supérieur. Le membre inférieur a une autre fonction. Si la fonction essentielle du membre supérieur, c'est la préhension, c'est la prise, c'est la manipulation des objets avec la main, le rôle du membre inférieur, c'est un autre rôle. C'est la station debout et c'est la marche. Station debout et c'est la marche. Et vous allez voir que l'ensemble de ces muscles vont agir dans ce sens. Dans ce sens. Et on va commencer par les différentes régions sans perdre de temps. Et on va aller à grand 2, les muscles de la région iliaque. Les muscles de la région iliaque. Combien y a-t-il de muscles de la région iliaque? Il y a 2 muscles. 2 muscles. C'est la partie terminale du psoas et le muscle iliaque. On va le regrouper sous le nom muscle psoas. Muscle psoas iliaque. Voilà. Muscle psoas iliaque. On va réaliser rapidement un schéma de vue antérieure de la région
lombo sacré avec le bassin, plus l'articulation de la hanche. Comme ça, on va placer ce muscle. Ce muscle, c'est vrai, on va l'étudier quand on va étudier les muscles de l'abdomen, mais quand même, on va essayer de faire un schéma dans ce sens. Allez-y. Donc voilà le sacrum sur une vue antérieure, le sacrum avec les crêtes horizontales, avec les trous sacrés latéraux, et ensuite latéralement vous avez l'os coxal, avec l'articulation de la hanche à ce niveau, et la région pubienne. Voici l'os coxal, l'extrémité supérieure du fémur que vous avez vu, l'extrémité supérieure du fémur qui est composée par la tête, le col et le massif trochontérien. Voilà. Et en haut, nous allons placer la colonne lombaire. La colonne lombaire avec les différentes vertèbres L5, L4, L3, ensuite L2, L1 et TH12. La TH12, TH11. TH12, nous avons la 12e vertèbre, la 12e vertèbre thoracique qui s'articule avec la 12e côte. Là, vous avez la 11e côte qui est un peu plus longue. Voilà. Les processus costiformes à ce niveau, pour L1 et L2, sont obliques, et pour L3, le processus costiforme paraît horizontal. Donc voici le cadre sur lequel nous allons placer le muscle psoas iliaque. Donc le muscle psoas n'appartient à la région que par son tendon terminal. Quelle est son origine? TH12, L1, L2, L3 et L4. Tout ça, c'est l'origine. Plus les disques intervertébraux. Entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux. Donc, il va s'accrocher même sur les disques intervertébraux en réalisant quoi? En réalisant des arcades. Comme ça. Il réalise des arcades. Et à partir de ces arcades, le muscle va descendre. C'est un muscle qui est triangulaire, à base lombaire et à sommet fémoral. D'accord? Donc voici le muscle psoas. Ça, c'est le muscle psoas. Le muscle psoas, au cours de son trajet, il va rencontrer un deuxième muscle. Un deuxième muscle qui provient de la région iliaque. Donc voici la région iliaque et voici le muscle. Si le muscle, vous l'avez vu en ostéologie, c'est le muscle qui prend naissance au niveau de la fosse iliaque interne et qui descend vers le bas et vers le dedans. Il va fusionner avec le psoas. Donc ces deux muscles vont se rencontrer et ils vont fusionner. Quand ils vont fusionner, ils vont former un seul tendon. Donc voici le muscle iliaque et en haut vous avez le muscle psoas. Ils vont former un tendon. Voici le tendon qui est formé en vert et ce tendon se dirige vers le bas, vers le dedans, vers le dehors et vers l'arrière pour aller se terminer à quel niveau? Au niveau du petit trochantere. Donc c'est le muscle psoas, il est appelé comme ça, psoas iliaque.
psoas, muscle iliaque. Et le tendon, c'est quoi? C'est le tendon du psoas iliaque. Voilà. Donc, premier muscle psoas, origine, TH12, L1, L2, L3, L4. Trajet, c'est un muscle triangulaire à base lombaire et à sommet fémoral. Troisièmement, terminaison, il va se prolonger par un tendon qui va fusionner avec l'iliaque. Deuxième muscle, le muscle iliaque. L'origine, c'est la fosse iliaque interne. Le trajet vers le dedans et vers le bas, il fusionne avec le muscle psoas. Terminaison, par un tendon commun, ils vont se terminer au niveau du petit trochanter, comme on le voit ici. Ils vont se terminer au niveau du petit trochanter. Petit trochanter. Ensuite, quelle est l'innervation? Le muscle psoas est innervé par des branches. C'est pour cela qu'il y a ces arcades. Ces arcades servent à quoi? Servent à libérer des racines. Les racines antérieures de quelle région? De la région lombaire. Ce sont les racines lombaires. Et ce sont ces racines qui vont former le plexus lombaire. L1, L2, L3, L4. Ils vont former le plexus lombaire. Donc, ce sont les racines lombaires. Et ces racines vont passer entre les deux faisceaux du psoas. Le psoas est formé de deux faisceaux. Donc, ils vont innerver le muscle psoas. Par contre, le muscle iliaque est innervé par un autre nerf bien sûr qui va venir du plexus lombaire, et ce nerf, il passe dans la gouttière qui est formée entre psoas et iliaque, et il va descendre dans la région inguino-crurale, c'est le nerf crural. Ce nerf qui est volumineux, c'est le plus volumineux nerf de la région antérieure, du membre inférieur, c'est le nerf crural. Donc le muscle iliaque est innervé par le nerf crural. Quelle est l'action du muscle psoas iliaque? C'est un muscle qui va avoir deux actions. Si le bassin est membre inférieur fixe, il va permettre la flexion du tronc. Par contre, si le tronc est fixe, il va permettre la flexion de la hanche. Donc, il va soulever le membre inférieur, il permet la flexion de la hanche. C'est le muscle principal de la flexion de la hanche. Donc voilà, on a fini avec ce premier groupe. Nous allons voir les autres muscles et on va passer à la deuxième région. Après les muscles de la région iliaque, grand 3, muscles de la région fessière. Muscle de la région fessière. Muscle de la région fessière se définit comment? C'est l'ensemble des muscles qui sont situés derrière l'articulation de la hanche et derrière l'os coxal. Donc ces muscles sont en nombre de combien? Ils sont en nombre de 10. Donc les muscles de la région fessière sont en nombre de 10. Disposés en combien de plans? En deux plans. Un plan superficiel et un plan profond. Un plan superficiel qui contient 2 muscles et un plan profond qui contient 10 muscles. Donc voilà. Les muscles de la région fessière sont en nombre de 10. Les muscles de la région iliaque sont 2. Donc ces 10 muscles se disposent en 2 couches. Un plan superficiel, un plan superficiel. Ce plan superficiel contient combien de muscles? Il contient 2 muscles. Le plan superficiel contient 2 muscles.
lesquels c'est le grand fessier, hein, c'est ce qu'on appelle le gluteus maximus, et le deuxième muscle, c'est le tenseur du fascia lata ou bien le tractus iliotibial, donc selon la nouvelle nomenclature. On va essayer d'aller directement vers le schéma et on va réaliser un schéma de la région postérieure de la hanche. Le schéma, c'est une vue postérieure de la hanche qui montre le plan superficiel de la région. Donc sur cette vue, nous avons la région sacrée, pardon, je vais agrandir un petit peu. Nous avons la région sacrée, l'articulation sacro-iliaque, l'os coxal droit et l'os coxal gauche. Et puis en bas, vous avez l'articulation de la hanche, l'extrémité supérieure du fémur, avec la ligne, et ça c'est un repère, la ligne pertrochondrienne qui est très saillante, hein, très saillante et très marquée à la face postérieure. Là, vous avez la région du col. Ensuite, vous avez la grande échancrure sciatique. Le sacrum, je complète le sacrum sur une vue postérieure avec au milieu, vous avez la crête sacrée, ensuite les tubercules sacrés et les trous sacrés postérieurs. Voilà, c'est la face postérieure du sacrum. Nous avons là la grande échancrure sciatique, nous avons l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique. Et puis vous avez l'ischion, la région ischiatique, et le trou obturateur, et vous avez la région pubienne qui est en avant. Donc ça, c'est une vue postérieure. Et là, vous avez la région ischiatique, c'est l'ischion. Le fémur, nous avons la face postérieure du fémur qui est, ou bien la vue postérieure du fémur marquée par la présence d'une ligne très marquée au niveau de la diaphyse, et cette ligne va se trifurquer en 3 lignes. C'est ce qu'on appelle la trifurcation de la ligne âpre. Elle va donner 3 branches, une branche latérale, une branche médiane et une branche médiale, c'est-à-dire interne. La branche latérale donne insertion au muscle grand fessier, gluteus maximus. La branche moyenne donne insertion au muscle pectiné et la branche interne donne insertion au muscle vastus medialis, c'est-à-dire le vaste médial. Donc voilà le cadre sur lequel nous allons travailler. Le premier muscle, et là je vais mettre un relief important à marquer, c'est quoi? C'est l'épine iliaque antéro-supérieure. L'épine iliaque et puis l'épine iliaque antéro-inférieure. Ça, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure. Et en arrière, vous avez ici l'épine iliaque postéro-supérieure. Parce que là, c'est la crête iliaque. Maintenant, le premier muscle, toujours dans le plan superficiel, c'est le tenseur du fascia lata égale le tractus iliotibial. Tractus iliotibial.
quelle est son origine? Il va naître au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. L'épine iliaque antéro-supérieure donne naissance à deux muscles. Le couturier, qui est le sartorius, et le muscle iliotibial, c'est-à-dire le tenseur du fascia lata. Ces deux muscles vont naître au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. À partir de l'épine, on va assister à la naissance d'un muscle. Voici le muscle. Et c'est un muscle qui a un petit ventre. Un petit ventre. Et ce petit ventre, rapidement, va se prolonger par une aponevrose. Donc voici l'aponevrose qui va le couvrir. Et cette aponevrose, elle va descendre plus bas. Et je vais mettre flèche. Flèche, ça veut dire qu'elle descend beaucoup plus loin. C'est-à-dire, cette aponevrose, c'est une aponevrose qui est large et qui va couvrir toute la face latérale de la cuisse. Hein, c'est ce qu'on appelle la bandelette. Ça s'appelle bandelette de Maillesiat. Hein, la bandelette de Maillesiat, c'est une bandelette qui couvre la face latérale de la cuisse, hein, de couleur blanche. Quand on ouvre la cuisse pour aller chercher le fémur du côté latéral, on est obligé de passer par cette bandelette et on est obligé de l'inciser et de la couper. Hein, c'est la bandelette de Maillesiat. Donc ici, c'est l'épine iliaque antéro-supérieur. Le muscle, c'est le muscle tenseur du fascia lata. Et l'aponevrose, c'est la bandelette. Actuellement, on l'appelle la bandelette du tractus iliotibial. Mais anciennement, on l'appelle bandelette de Maillesiat. Où se termine cette bandelette? Elle se termine au niveau du genou. Donc, elle va descendre jusqu'au genou et elle va se terminer au niveau du tubercule de Gerdy. Le tubercule de Gerdy, c'est le tubercule qui se trouve au niveau de la face antérolatérale de l'extrémité supérieure du tibia. On va le voir quand on va étudier la région du genou, quand on va étudier les terminaisons au niveau du genou. Donc voici l'innervation là. L'innervation, il est innervé par un nerf qui va venir de la grande échancrure sciatique, il va venir du plexus sacré, c'est le nerf fessier supérieur, le nerf fessier ou glutéal supérieur. Le nerf fessier supérieur, retenez-le dès maintenant, il innerve trois muscles. Il innerve le petit fessier, le moyen fessier et le tenseur du fascia lata. Trois muscles, petit fessier, moyen fessier, tenseur du fascia lata. Donc voici le tenseur du fascia lata, c'est le troisième muscle qui est innervé par le nerf fessier. Quel nerf? Nerf fessier supérieur. Attention, on va voir après le nerf fessier inférieur. Voilà, on a fini avec ce premier muscle qui est le tenseur du fascia lata. Le deuxième muscle de la région plan superficiel, c'est le muscle gluteus maximus. Gluteus maximus égale grand, c'est le grand fessier. Grand fessier. Le grand fessier, c'est un muscle, comme son nom l'indique, il est grand et il couvre toute la région fessière. C'est le muscle qui donne le relief de la région fessière. Donc, il va s'insérer à quel niveau? Il va s'insérer au niveau de la crête sacrée, au niveau des tubercules sacrés, au niveau de la partie postérieure de la fosse iliaque externe. Vous avez vu que la fosse iliaque externe, ou bien l'os coxal, ici c'est la face latérale de l'os coxal, divisée en trois parties. Une partie supérieure sus-cotyloïdienne, une partie centrale creusée, c'est le cotyle ou bien la cavité acétabulaire, et une partie inférieure, c'est le trou obturateur. La partie supérieure sus-cotyloïdienne, c'est la fosse iliaque externe, c'est la fosse iliaque latérale. Elle est parcourue par deux crêtes. Une crête, ce sont ou bien trois crêtes.
La troisième crête, c'est ce qu'on appelle la crête semi-circulaire inférieure, n'a pas d'importance. Mais ces deux crêtes qui sont importantes, la ligne semi-circulaire antérieure et la ligne semi-circulaire postérieure. Ces deux lignes semi-circulaires divisent la face exopelvienne, c'est-à-dire la fosse iliaque externe, en trois champs. Un champ antérieur qui est large, qui sera occupé par le petit fessier. Un champ moyen occupé par le moyen fessier. Et le champ postérieur qui est petit, occupé par le grand fessier. Donc là, je m'écrois, parce que c'est la zone d'insertion du muscle grand fessier. Ensuite, la crête iliaque. Donc, je répète, l'origine, crête iliaque, crête sacrée, tubercule sacré et la partie postérieure de la fosse, de la fosse exopelvienne, la face exopelvienne derrière la ligne semi-circulaire postérieure. À partir de cette zone d'insertion vont partir des fibres. Donc voici les fibres, ils vont couvrir toute la région. Donc toute cette partie-là sera couverte par le muscle. Vous voyez, ça couvre toute la région, toute la région. C'est pour cela on dit que le muscle grand fessier, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne le relief de la région fessière. Et puis, toutes ces fibres vont se converger vers quelle région? Vers la ligne latérale de la trifurcation de la ligne âpre. La ligne latérale de la trifurcation de la ligne âpre. C'est la terminaison. Et puis, on passe maintenant à l'innervation. Ce muscle qui est volumineux et qui couvre toute la région, qui fait le couvercle de la région, il est innervé par quel nerf? Il est innervé par le nerf fessier inférieur. Ce n'est pas supérieur, le nerf fessier inférieur. Le nerf fessier inférieur, c'est un nerf qui va sortir lui aussi de la grande échancrure sciatique au-dessous du muscle pyramidal, au-dessous du muscle piriforme, et il va aller vers la face profonde du muscle et il va innerver ce muscle. Quel est le rôle du muscle grand fessier? Le muscle grand fessier, puisqu'il prend origine au niveau du bassin, il se termine au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, donc il va avoir un rôle de rétropulsion, c'est-à-dire de l'extension de la hanche. Donc, action, il est extenseur de la hanche. Extension de la hanche. Voilà, on a fini ce premier groupe, c'est-à-dire les muscles du plan superficiel. Les muscles du plan superficiel, on a vu le tenseur du fascia lata et on a vu le deuxième muscle, c'est le gluteus maximus ou muscle grand fessier. On va passer maintenant au deuxième plan. Donc c'est la deuxième flèche, si vous voulez. On peut écrire là grand A et grand B. C'est le deuxième plan, c'est le plan profond. Le plan profond. Ce plan profond est formé de combien de muscles? Il est formé de 8 muscles. 8 muscles. Ces 8 muscles, deux sont des fessiers. On a déjà vu le grand fessier, gluteus maximus, et il y a deux fessiers, le moyen et le petit fessier. Gluteus medius et gluteus minimi, moyen fessier et petit fessier. Voici deux fessiers. Combien il reste? Il reste 6. Ces 6 muscles, on va les regrouper en un seul groupe qu'on va appeler comment? Les muscles pelvitrocontériens. Les muscles pelvitrocontériens. Pourquoi pelvitrocontériens? Parce que tous ces muscles vont prendre naissance au niveau du pelvis. Pelvis, c'est le petit bassin, et ils vont se terminer au niveau du trochanter. C'est pelvitrocontérien, c'est facile à retenir les noms. 2 sont nés le même jour, ce sont les jumeaux. 2 ont des formes géométriques, un carré et pyramidal, carré, crural et pyramidal. Et 2 sont autour du trou obturateur, ce sont les obturateurs, un interne et l'autre externe.
obturateur interne, obturateur externe. Donc vous voyez, ce sont 6 muscles faciles à retenir. On va commencer par mettre en place un schéma. On va essayer avec ce schéma, un seul schéma, il va nous résumer tous ces muscles, à peu près 5 muscles. Le 6e, il est situé un petit peu en avant, vous allez voir, mais quand même, on va arriver à le décrire. Mais 5 muscles parmi parmi ces 8 muscles, 7 muscles parmi ces 8, nous allons essayer de les mettre sur un seul schéma d'une vue postérieure de la région fessière. Donc le schéma suivant, allez-y. C'est une vue postérieure de la région fessière, montrant, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer les muscles du plan profond. Allez-y. Donc voilà, nous avons ici le sacrum sur une vue postérieure avec la crête sacrée, les tubercules sacrés et les trous sacrés postérieurs. Latéralement, nous avons l'os coxal avec à ce niveau la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique, et en bas vous avez la tubérosité sciatique. Là où nous avons l'extrémité supérieure du fémur, avec la tubérosité là, c'est l'ischio, et en avant, nous avons la branche ischio-pubienne, et là, vous avez le trou sacré. Le trou ischio-pubien, c'est-à-dire le trou obturateur. Tête fémorale, fémur. Là, nous avons l'extrémité supérieure du fémur, et puis la diaphyse qui est coupée avec la ligne là, la ligne intertrochontérienne postérieure. Donc voici le cadre sur lequel nous allons essayer de travailler, nous allons essayer de mettre en place tous les muscles qu'on vient de citer. Je vais commencer par le premier muscle. Le premier muscle, c'est le petit fessier ou gluteus minimi. Donc le premier muscle, je vais écrire au fur et à mesure. Premier muscle, 1, c'est le muscle petit fessier. Petit fessier égale gluteus minimi. Je vais, sur la face exopelvienne, mettre en place les lignes, les 2 lignes dont on a parlé. Et c'est quelles lignes? Ce sont les lignes semi-circulaires. Ligne semi-circulaire antérieure, ligne semi-circulaire postérieure, et là, c'est la ligne semi-circulaire inférieure. Où se trouve l'origine du muscle petit fessier? Elle se trouve en avant de la ligne semi-circulaire antérieure, c'est-à-dire toute cette région. Toute cette partie, elle sera le lieu d'insertion du muscle petit fessier. Ensuite, le petit fessier se dirige vers l'avant, vers le dehors. C'est un muscle qui va, dont les fibres vont converger vers le bord antérieur du grand trochanter. Le grand trochanter est un os qui a la forme quadrangulaire avec 2 faces et 4 bords.
Une face latérale qui donne insertion au muscle moyen fessier. Une face médiale, c'est celle-là, qui est caractérisée par deux régions. Une région inférieure qui se confond avec le col et une région supérieure qui est creusée d'une gouttière dans laquelle on peut mettre le doigt. C'est ce qu'on appelle la gouttière digitale, la fosse digitale, la gouttière digitale ou bien la gouttière trochontérique. Un bord supérieur, un bord postérieur qu'on voit, un bord antérieur en avant et un bord inférieur qui se confond avec la diaphyse. C'est ça le grand trochanter. Donc, où se trouve le muscle moyen, petit fessier? Il se trouve en avant, c'est-à-dire au niveau du bord antérieur. Donc, l'origine, c'est en avant de la ligne semi-circulaire, trajet vers le grand trochanter, terminaison le bord antérieur, innervation, quel nerf? C'est le nerf, on l'a dit, c'est le nerf fessier, lequel? Supérieur. Le nerf glutéal supérieur, voilà, il va innerver le muscle petit fessier, mais en même temps, il va innerver le muscle qui prend départ au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieur, c'est le tenseur du fascia lata. Tenseur du fascia lata. Donc voilà, quelle est l'action de ce muscle? Puisqu'il s'insère en avant, essentiellement, il va tourner, il va tirer le fémur vers le dedans. Donc c'est un rotateur interne. Le petit fessier est un rotateur interne. Et en même temps, il participe à l'abduction de la hanche. Rotateur interne et participe à l'abduction de la hanche. Donc ça, c'était le premier muscle, c'est le muscle petit fessier. Le deuxième muscle, c'est le muscle moyen fessier. Moyen fessier, il s'appelle aussi gluteus medius. Gluteus medius, moyen. Le gluteus medius, il va se prendre origine à quel niveau? C'est au niveau de la partie moyenne, entre les lignes semi-circulaires. Donc, l'origine, c'est ici. Et vous concevez très bien, hein, voilà le muscle. Et le muscle va prendre naissance à ce niveau, mais il va se diriger, on l'a dit, le grand trochanter a deux faces. Une face latérale qui donne insertion à quoi? Au moyen fessier. Donc le moyen fessier va aller vers le dehors pour se fixer à la face latérale du grand trochanter, c'est-à-dire ici, à ce niveau. Donc de là, il va venir ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour le petit fessier? Il va le couvrir. Il va couvrir ce muscle. C'est pour cela que j'ai commencé avec le petit fessier pour le montrer avant de le couvrir. Couvrir en partie, c'est la partie moyenne et la partie postérieure. La partie antérieure, elle reste découverte. Donc il va couvrir toute cette partie-là. C'est pour cela que j'ai choisi une autre couleur pour le montrer. Donc le moyen fessier, vous avez compris maintenant. Je vais couvrir le petit fessier, mais ce n'est pas grave. Vous l'avez déjà vu au début. Donc le moyen fessier, c'est tout ça. Donc voilà. Moyen fessier. Et le rouge, petit fessier. Quel est le nerf qui va innerver le moyen fessier? C'est le... Quel nerf? C'est le nerf fessier supérieur. Nerf fessier supérieur. Nerf fessier supérieur. Allons-y. Origine, entre les lignes semi-circulaires, antérieures et postérieures.
Ensuite, le trajet, c'est un muscle conique à base iliaque et à sommet fémoral. Il se dirige vers le bas et vers le dehors. Terminaison, la face latérale du grand trochanter. Innervation, nerf fessier supérieur. Maintenant, quelle est son action? C'est un muscle extrêmement important au niveau de la hanche. C'est un muscle essentiel au niveau de la hanche. Comment? Il intervient dans plusieurs actions. Et je vais vous dire comment. Premièrement, il intervient dans la station monopodale. Qu'est-ce que ça veut dire, station monopodale? Je vais vous donner 3 actions. La première, station monopodale. Station monopodale, c'est la station sur un seul pied. Vous allez demander à un patient de rester, soulever un pied et rester sur un seul pied. Hein? On ne tombe pas, malgré que le centre de gravité, il se trouve à quel niveau? Il se trouve au niveau de l'ombilique. Donc le poids, si je schématise le poids du corps, c'est P avec flèche. Le poids du corps, c'est une flèche qui descend de l'ombilique vers le bas. Et en bas, elle va descendre entre les jambes, c'est-à-dire entre les pieds, à mi-distance, entre les 2 pieds. Quand je soulève un seul pied, le centre de gravité, il reste ici, donc normalement, je dois tomber. Mais malgré ça, je ne tombe pas. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose qui me tire du côté latéral. C'est comme un poteau qui tend à s'incliner et vous mettez un fil de l'autre côté, hein, un fil pour l'amarrer pour qu'il ne tombe pas. Ce fil, c'est quoi? C'est le moyen fessier. C'est le fil qui nous amarre pour qu'on ne tombe pas. Ce fil, c'est le moyen fessier. Donc une paralysie du moyen fessier se manifeste comment? Se manifeste par un trouble de la station monopodale. Vous demandez à votre patient de se mettre sur un seul pied, il tombe. Il ne peut pas rester debout parce qu'il n'y a pas ce muscle qui permet l'équilibre, hein, qui permet un équilibre en station debout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il intervient dans l'abduction de la hanche. C'est quoi l'abduction de la hanche? C'est ce mouvement-là. Donc, quelqu'un qui a une paralysie du moyen fessier ne peut pas faire l'abduction de la hanche. Vous le mettez sur le côté, on examine la hanche toujours en position couchée, pas en position debout. On installe le malade sur un divan et on lui demande de se mettre sur le côté contralatéral. On veut tester la hanche droite, il faut le mettre sur le côté gauche et on lui demande de soulever le pied, c'est-à-dire genou en extension, faire ce mouvement, abduction, hein, avec un genou en extension. S'il y a paralysie du moyen fessier, c'est impossible. Il ne peut pas faire ce mouvement. Le troisième action, il intervient dans l'équilibre du bassin. Lors de la marche, quand on marche, le bassin reste horizontal. Mais quelqu'un qui a une paralysie du moyen fessier, quand il marche, il va avoir une bascule du bassin. Donc il va basculer son bassin. Pourquoi? Parce que le bassin ne reste pas en équilibre. Donc vous voyez l'importance. Il y a une 4e application, elle est chirurgicale. Donc les 3 premières, elles sont cliniques pour un clinicien, pour savoir est-ce qu'il y a une paralysie ou pas. Mais la 4e application que je vais vous donner, elle est chirurgicale. Nous, quand on opère la hanche et quand on veut placer une prothèse dans la destruction, quand il y a une destruction de la hanche par une arthrose, et on est obligé d'enlever la tête et cureter le cotyle pour enlever tout ce qui est malade, pour mettre une prothèse totale de hanche. Donc pour mettre cette prothèse de hanche, on est obligé de tester le moyen fessier. Est-ce qu'il est fonctionnel ou pas? Quand il y a une paralysie du moyen fessier, c'est l'échec thérapeutique, c'est l'instabilité de cette hanche. Cette hanche va sortir du cotyle. Donc le moyen fessier est un muscle qui est fondamental au niveau de la fonction de la hanche. Donc voilà, on a terminé avec ce deuxième muscle, muscle gluteus medius. Troisièmement maintenant, on va passer aux 6 muscles restants. Les 6 muscles restants, on les a regroupés dans un seul terme. C'est quoi? Ce sont les muscles pelvis trochontériens.
des muscles pelvi-trochantériens. Ces muscles pelvi-trochantériens sont au nombre de 6 et je vous ai dit qu'il y a deux jumeaux, deux obturateurs pyramidal et carré crural. Le premier muscle, c'est le pyramidal. Pyramidal, il s'appelle aussi le muscle piriforme. Il s'appelle piriformis. Piriformis ou bien le pyramidal. Donc je reviens au schéma comme prévu. Je vous ai dit que on va essayer de mettre le maximum de muscles à ce niveau. Le muscle pyramidal il fait partie des muscles pelvitrochantériens et il va prendre origine à quel niveau? Au niveau de la face antérieure du sacrum, entre les trous sacrés, entre deuxième, troisième et quatrième trou sacré. Donc il va venir de là. Je vais mettre des pointillés. Pour quelle raison? Parce qu'il est caché, il est masqué, on ne le voit pas, il est en avant. Donc toute cette région, c'est le lieu d'insertion du muscle pyramidal. Donc il va venir de la face antérieure du sacrum. Et puis il va apparaître. Il va apparaître là. Voici le muscle pyramidal. Et il va quitter le bassin à travers la grande échancrure sciatique. Donc il va sortir de là. Et il se dirige où? Vers le grand trochanter. Quelle partie? C'est le sommet. Le sommet du grand trochanter. Voilà, voici le muscle. Voici le muscle pyramidal. Donc, pyramidal. Muscle pyramidal. Origine. Origine, c'est la face antérieure du sacrum. Trajet. Il quitte le bassin, il était dans le bassin, il était à l'intérieur du pelvis. Il quitte le bassin à travers la grande échancrure sciatique et il se dirige horizontalement vers le sommet du grand trochanter. Ensuite, terminaison, c'est le sommet du grand trochanter. Le sommet du grand trochanter. L'innervation, c'est le nerf du pyramidal qui est une branche du plexus sacré. Et puis, quelle est son action? Puisqu'il s'insère sur le sommet, on peut dire qu'il participe dans l'abduction. C'est un abducteur, mais pas un abducteur essentiel. Il participe dans l'abduction. Et en même temps, c'est un rotateur externe. Je peux résumer la question. Je peux vous dire que les 6 muscles restants, les pelvitrochantériens, ont tous la même action. Tous, ils ont la même action, c'est-à-dire ce sont des rotateurs externes. Donc, les pelvitrochantériens sont tous des rotateurs externes. Donc, voici le premier muscle qui est le piriformis ou bien le pyramidal. Le deuxième muscle, c'est le muscle carré. Si vous voulez, on termine par les formes géométriques. Le muscle carré crural. Carré crural, il s'appelle quadratus femoris. Quadratus femoris. Quadratus femoris, c'est le quadrilatère fémoral, c'est-à-dire et crural. Le mot crural veut dire fémoral. C'est le carré fémoral, quadratus femoris. Quadratus femoris, c'est un muscle qui a la forme de carré. Il va prendre naissance au niveau de l'ischion, au niveau de la région ischiatique, et il va se terminer sur, vous voyez, il va se terminer à quel niveau? Il va se terminer au niveau de la ligne intertrochantérienne postérieure. Donc vous voyez, on a réalisé la forme d'un quadrilatère, mais dans le réel, il a la forme de carré. Donc l'origine, c'est l'ischion, trajet vers le dehors, terminaison, c'est la ligne intertrochantérienne postérieure. Et quelle est l'innervation? L'innervation, elle est commune avec le jumeau inférieur.
Donc, c'est le nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral. Et quelle est son action? Son action, on l'a déjà dit, tous les muscles pelvitrochondriens sont des rotateurs externes. Donc, action, c'est un rotateur externe. Donc, je peux écrire là, quadratus femoris, ou bien le carré crural. Carré crural. D'accord. On passe au troisième muscle. Troisième muscle, c'est le muscle jumeau supérieur. Le muscle jumeau supérieur, c'est un muscle qui est très grêle, très fin, très mince. Il va prendre naissance au niveau de l'épine sciatique. Et après, il va se diriger vers le dehors, donc de l'épine sciatique, je change de couleur, il se dirige vers le dehors, vers la région trochontérienne. Donc regardez, c'est le muscle, c'est cette ligne mauve, hein, c'est ce muscle. Et même en réalité, quand on le voit, il n'est pas rouge. Hein, il est mélangé, le rouge avec le blanc. Mais pourquoi? Parce qu'il est fin et il y a une composante aponévrotique importante qui donne cet aspect blanchâtre du muscle. Et il va se diriger vers le grand trochanter. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Le grand trochanter est une lame quadrilatère qui a deux faces, une face latérale qui donne insertion au muscle moyen fessier et une face médiale. La face interne est divisée en deux parties. Une partie qui se confond avec le col et une partie supérieure qui est libre. Cette partie supérieure libre est creusée d'une gouttière qu'on appelle la gouttière digitale. La gouttière digitale, voici cette gouttière digitale ou bien la gouttière trochontérique. Voilà. Elle est creusée sur la face interne de l'extrémité supérieure du trochanter, face interne. C'est la gouttière trochontérique. Donc là, je peux vous dire, les 4 muscles restants vont venir vers cette gouttière. Les 4 muscles, les 2 jumeaux, les 2 obturateurs. 2 jumeaux, 2 obturateurs vont converger vers la gouttière trochontérique. Donc voilà, la terminaison est là au niveau de la fossette digitale. C'est le muscle jumeau supérieur. Gemellus supérieur. Donc là, quelle est son innervation? Son innervation, elle est commune avec l'obturateur interne. C'est le nerf du jumeau supérieur et de l'obturateur interne. Et ce quelle est son action? C'est un muscle rotateur externe. Le quatrième muscle. Quatrième muscle, c'est le jumeau inférieur. Jumeau inférieur, où est-ce qu'il va naître ce muscle? Il va naître à la partie supérieure de quoi? De la petite échancrure sciatique. Voici la petite échancrure sciatique. La partie supérieure va donner naissance à ce muscle qui sera parallèle à son jumeau. Il va se terminer comme lui. Il va avoir la même action. Donc, voilà, les deux vont aller se terminer au niveau de la fossette digitale. Donc, c'est le jumeau inférieur. L'origine, c'est la partie supérieure de la petite échancrure sciatique, trajet vers le dehors, et puis terminaison, c'est la fossette trochontérique, action, c'est un rotateur externe. Maintenant, le cinquième muscle. Cinquième muscle, c'est le muscle obturateur. Obturateur, lequel? Obturateur externe. Muscle obturateur externe, voici le trou obturateur. Le trou obturateur, il a deux faces, une face latérale, une face médiale. La face externe, elle sera occupée par le muscle obturateur externe et la face interne par l'obturateur interne. Donc, à partir de là, toute cette partie autour
va être occupé par le muscle obturateur externe. Et ce muscle obturateur va former un corps musculaire. Voilà, il vient de là, un corps musculaire qui va se diriger vers le dehors. Et qu'est-ce qu'on a dit? Tous les muscles pelviques-trochantériens vont se terminer au niveau de la fossette digitale. Et donc, il va vers la fossette digitale. Donc, c'est le muscle obturateur externe. Origine. Autour du trou obturateur, au niveau de sa face externe, plus la membrane obturatrice. Deuxièmement, trajet vers le haut et vers le dehors. Terminaison, c'est la fossette digitale. Innervation, c'est le nerf de l'obturateur externe. Et puis, quelle est son action? C'est un rotateur externe. Le dernier muscle, c'est lequel? Le dernier muscle, c'est l'obturateur interne. L'obturateur interne, c'est le dernier muscle. On peut l'écrire ici. Le dernier muscle, c'est le muscle obturateur interne. Ce dernier muscle, il est à l'intérieur du pelvis, pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Donc, il est à l'intérieur, il va s'insérer autour du trou obturateur, mais il y a une autre insertion, c'est la lame quadrilatère. La lame quadrilatère. Où se trouve cette lame quadrilatère? Cette lame quadrilatère se trouve au-dessus du trou obturateur. Elle correspond à quoi? Elle correspond à la partie interne de la cavité cotyloïde. La cavité cotyloïde, si on la perfore, on va tomber sur cette lame quadrilatère. On va l'étudier ensemble quand je vais vous traiter l'anatomie du bassin. Au deuxième semestre, Inch'Allah, on va étudier l'anatomie du bassin. Je vais vous faire l'anatomie du pelvis. On va parler du pelvis osseux et des organes pelviens. Je vais vous expliquer tout ça et on peut refaire ce schéma d'une manière très précise et claire. Donc, ce muscle va prendre naissance au niveau de la face interne du trou obturateur plus la lame quadrilatère. Ensuite, il se dirige vers le dedans d'abord. Donc, il était là, il se dirige vers le dedans jusqu'à la petite échancrure sciatique à ce niveau. Et puis, il va sortir. Il va sortir de la petite échancrure sciatique, il va sortir comme ça. Donc, c'est un muscle qui va venir de l'intérieur jusqu'à l'épine, et puis il va changer de direction. Il va changer de direction et il va se porter vers le dehors, entre les deux, vous voyez, je le mets où? Entre les deux jumeaux. Entre les deux jumeaux. Il se dirige vers le dehors pour aller se terminer avec les jumeaux, avec l'obturateur externe au niveau de quoi? Au niveau de la gouttière, c'est-à-dire trochantérique, ou bien au niveau de la fosse digitale, au niveau de la fossette digitale. Donc voici le muscle obturateur interne. Au milieu, muscle obturateur interne. Voilà, on a terminé les muscles de la région fessière. On a vu 10 muscles. 10 muscles. On a vu le plan superficiel, gluteus maximus et tractus iliotibial, grand fessier, tenseur des fasciae lata. Et voici le plan profond qui se compose d'une partie supérieure formée par les deux muscles fessiers, petit fessier, moyen fessier, et une partie inférieure, ce sont les muscles pelvis trochantériens. Je reviens au muscle pyramidal maintenant. Le muscle pyramidal est un muscle qui va diviser. Regardez, nous avons ici la grande échancrure sciatique. La grande échancrure sciatique. Elle est traversée par le muscle pyramidal. Et ce muscle pyramidal va diviser cette grande échancrure sciatique en deux foramen. Un foramen supérieur et un foramen inférieur. Tout en sachant là qu'il y a le ligament, c'est ce qu'on appelle le ligament sacro-sciatique,
le ligament sacro-sciatique, voilà, hein, qui va prendre naissance sur le sacrum et sur l'épine, c'est le ligament sacro-sciatique. Et vous voyez là qu'on a l'impression qu'un 0 qui a été divisé par le pyramidal, ça donne le chiffre 8. Hein. Chiffre 8, nous avons un foramen en haut et un foramen en bas. Ce foramen qui est en haut, on va l'appeler le foramen suprapyramidal. Et le foramen qui est en bas, c'est le foramen infrapyramidal. Cette subdivision est importante à connaître. Donc le pyramidal divise la grande échancrure en foramen suprapyramidal et foramen infrapyramidal. Qu'est-ce qui traverse le foramen suprapyramidal? Il est traversé par le nerf. Et ce nerf, on l'a appelé comment? Le nerf fessier supérieur. Vous avez compris maintenant pourquoi on l'a appelé supérieur? Parce qu'il traverse le foramen suprapyramidal. Et on va voir le nerf fessier inférieur, il passe en bas, il passe au niveau du foramen infrapyramidal. Donc voici le nerf fessier inférieur. Et ce nerf fessier inférieur, il est coupé. Pourquoi on l'a coupé? Parce que c'est un nerf qui innerve quoi? Qui innerve le muscle gluteus maximus, c'est-à-dire il innerve le grand fessier. Et quand on a coupé le grand fessier et l'enlevé pour voir le plan profond, on a coupé ce nerf. Hein? C'est un nerf qui a été coupé avec le muscle grand fessier. Et il s'appelle comment? Le nerf fessier inférieur. Voilà, nerf fessier inférieur. Ensuite, quels sont les autres éléments qui vont passer à travers ces deux foramens? Premièrement, l'artère. Et l'artère qui va passer au niveau, qui va sortir à travers le foramen suprapyramidal, c'est l'artère fessière, l'artère glutéale, qui est une branche du tronc postérieur de l'iliaque interne, c'est-à-dire l'artère hypogastrique qu'on va voir quand on va étudier l'anatomie du bassin. Hein. Et puis, vous allez voir tous ces éléments, les éléments les branches de l'artère iliaque interne. Donc ici, c'est l'artère glutéale. Artère glutéale ou bien fessière, l'artère fessière, qui est une branche de l'iliaque interne. En bas, au-dessous, donc voici les deux éléments qui traversent le foramen suprapyramidal. Maintenant, le foramen infrapyramidal, on a dit le nerf fessier inférieur, mais il y a un autre nerf, c'est le plus volumineux nerf du corps, le plus volumineux, et qui va descendre à ce niveau, au niveau de la région fessière, et qui va aller le long du membre inférieur. Il va innerver tous les muscles de la région postérieure de la cuisse que nous allons voir. Donc je mets flèche là. Ce nerf, ce volumineux nerf, c'est le nerf sciatique. Nerf sciatique. Nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est un nerf du plexus sacré, c'est la branche terminale du plexus sacré. Et puis, il va quitter le bassin à travers la grande échancrure sciatique au niveau du foramen infrapyramidal. Et il va passer dans cette région entre trochanter et ischion, c'est ce qu'on appelle la région ischio-trochantérienne. Il croise les muscles pelvitrochantériens, il va les croiser. Et il va aller à la face postérieure de la cuisse, jusqu'au genou, et il va se terminer en deux branches. Hein, ce sont les nerfs sciatiques, poplité externe et interne, ou bien tibial et fibulaire. Donc on va voir ça quand on va arriver au niveau du genou. Les autres éléments qui vont traverser le foramen infrapyramidal, il y a un autre nerf qui va accompagner le nerf sciatique,
un petit nerf qui va accompagner le nerf sciatique et qui est un nerf sensitif et qui va innerver la face postérieure de la cuisse, c'est le nerf petit sciatique. Il s'appelle petit sciatique, le nerf petit sciatique. Nerf petit sciatique. Le nerf petit sciatique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres éléments, à savoir une artère. C'est quelle artère? C'est l'artère ischiatique. L'artère ischiatique. L'artère ischiatique, elle va vers la région ischiatique. Et qu'est-ce qu'elle va vasculariser? Elle va vasculariser les muscles postérieurs. Elle va s'anastomoser avec les artères qui viennent de l'artère fémorale profonde et elle va vasculariser les muscles de la région postérieure de la cuisse. Il y a aussi le nerf pudendal, le nerf honteux interne. Il y a l'artère honteuse interne. Artère honteuse interne, c'est-à-dire le pédicule honteux. Ce sont des choses que nous allons développer quand on va étudier la vascularisation et l'innervation du pelvis. C'est un autre chapitre que nous allons voir en anatomie de la région pelvienne. Donc vous voyez, cette région est une région extrêmement riche en éléments anatomiques et c'est une région qui est fréquemment opérée quand on aborde la région fessière pour mettre en place des prothèses par exemple. C'est pour cela l'application clinique, je vais vous donner 2 applications cliniques. La première, ce sont les injections intramusculaires. Quand on veut faire une injection, voici la région fessière. Si on veut faire une injection intramusculaire, où se font les injections? Elles se font dans la région fessière. Que fait l'infirmier? Que fait le médecin? Il va s'éloigner du danger. S'éloigner du danger. Pour mettre l'aiguille à l'intérieur du muscle fessier, il doit s'éloigner du danger. Quel est le danger? C'est ça le danger. Ce sont ces éléments qui sont le danger. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, on risque de mettre l'aiguille dans le nerf sciatique. Et imaginez une injection dans le nerf sciatique, c'est une paralysie définitive du membre inférieur. Donc c'est pour cela il faut faire attention. On peut blesser les artères. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Voici la région fessière, on trace une ligne verticale, une ligne horizontale, ça va nous donner 4 cadrans. Toujours l'injection se fait dans le cadran supéro-externe. Le cadran supéro-externe, comme ça on est loin du danger, on ne va toucher aucune structure, ni nerveuse ni vasculaire. La deuxième application, ce sont les abords chirurgicaux. Quand on aborde la région, pour aller vers la hanche, regardez, la hanche est profonde. Pour aller vers la hanche, on est obligé de couper tous ces muscles. On coupe les muscles pelvitrocontériens et on tombe directement sur la capsule articulaire. On fait une arthrotomie, c'est-à-dire tomie, ouvrir, arthro, articulation. On ouvre l'articulation et on est à l'intérieur, devant la tête, devant le col. Et on peut agir, on peut couper le col, enlever la tête et mettre la prothèse. Et après, on peut suturer ces muscles comme on ne peut pas les suturer. Ce qui fait, tous ces muscles sont des rotateurs externes. On l'a vu, ce sont des rotateurs externes. C'est pour cela, quand on met une prothèse, on va demander au patient de ne pas réaliser une rotation interne. C'est interdit. Il ne faut pas faire de rotation interne pour ne pas luxer la prothèse jusqu'à la cicatrisation de ces muscles. D'accord? Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre et la prochaine fois, on va essayer de descendre un petit peu vers la cuisse pour voir les muscles de la cuisse et après les muscles de la jambe et du pied. Je vous remercie et au prochain cours. Au revoir.